Encore un sujet d'une actualité brûlante avec ce questionnement renouvelable en plein boom et dépendance aux énergies fossiles vers l'autonomie, cette fameuse autonomie énergétique des Outre-mer. Alors, sur cette session, vous aurez la possibilité de nous poser des questions en scannant le QR code qui vous a été remis ou qui va apparaître à l'écran, ou si vous nous suivez par le truchement de la visioconférence, vous pouvez vous rendre sur menti.com et entrer le code 83 41 39 00. Je sais que c'est précis, mais on tient à vous faire participer, donc n'hésitez pas. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé comme objectif de parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer d'ici 2030. Est-ce que c'est trop ambitieux? Tandis que certains territoires sont plus avancés que d'autres, quelles sont les contraintes, quelles sont les opportunités pour accroître cette fameuse autonomie énergétique des Outre-mer, alors que, on le sait fort bien, les coûts d'approvisionnement en électricité demeurent bien plus élevés qu'en France continentale et que la question du carburant est régulièrement au centre de l'actualité. Je vous propose qu'on en débatte tout de suite avec Patrick Casaban. Vous êtes directeur régional Outre-mer chez Total Énergie. Bonjour. Bonjour. Romain Lucaso. On m'a mis un micro en plus, je suis gâté. Vous êtes directeur général de la CET, filiale de la Caisse des dépôts. Bonjour. Et Mika Mered, analyste et enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'hydrogène. Bonjour à tous. Vous nous aviez fait, il me semble, le plaisir d'être avec nous lors de la première édition. Absolument. Bon, parfait. Cette fameuse autonomie 2030, on va avoir votre avis à tous les trois, je pense qu'il va peut-être converger. Est-ce que c'est une chimère? En tout cas sur la date. Patrick. Bonjour à tous. Une chimère, non. Je crois que c'est atteignable, sincèrement. Et on développe tout ce qu'il faut et on développera tout ce qu'il faudra pour y arriver à cette autonomie. Ce qui est plus ambitieux, on va dire comme ça, c'est la date. 2030, c'est demain, en fait. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de créer et d'installer les énergies pour 2030. Et c'est un peu tôt. Je pense qu'il faudra du temps, parce qu'il faut que déjà les mentalités changent, et qu'on est sur une transition énergétique, et on n'est pas sur une mutation, on n'est pas sur un scénario de rupture, donc on est une transition, et il faut que tout le monde s'embarque vers cette transition pour qu'on arrive dans des délais respectables pour arriver à 2050. 2050 est atteignable. Après, les ambitions, il faut des ambitions aujourd'hui et des objectifs pour mettre en place ces choses aujourd'hui pour demain. Vous nous mettez 20 ans dans la vue quand même, Patrick. On dit 2030 et vous dites ce ne sera pas possible, 2050, oui. 2050, c'est zéro carbone. C'est ça l'objectif. Très bien. Romain. Il y a deux dimensions. Il y a des dimensions, il y a même trois dimensions. Il y a des dimensions techniques. En effet, ça, moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Vous le savez sans doute mieux que moi. Ensuite, il y a des dimensions de planification territoriale, de mobilisation de foncier, parce qu'il faut installer tout ça quelque part. Et c'est pas si simple. Il y a un certain nombre de ces territoires où le foncier disponible, il est limité. Et ensuite, il y a des dimensions de complexité intrinsèque, que ce soit des questions d'importation ou de fourniture des produits et des compétences qui sont nécessaires, que ce soit des questions d'adaptation de la réglementation, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est assez trapu comme objectif pour 2030. Après, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut avancer, mais vraiment au-delà de la dimension strictement technique, il y a une question non pas de prise de conscience, parce que je pense que tout le monde a pris conscience du fait que c'était des objectifs pertinents, que ça allait contribuer de manière significative à renouveler un certain nombre de choses en termes de développement territorial, en termes de création d'emplois, en termes de création de nouvelles filières, ça c'est un point important, en termes d'importance des enjeux de transition environnementale au niveau global. En revanche, en termes vraiment de préparation des choses, en termes de mobilisation du foncier, des compétences, etc., c'est un défi trapu. Alors vous, c'est pas trapu, le mot que vous utilisez, Mika, c'est que c'est indispensable, cette autonomie énergétique, mais c'est une couillonnade. En quoi c'est une couillonnade? Alors, ce qui est une couillonnade, effectivement, c'est de se dire que ça va être possible en 2030. Pourquoi? Et à l'échelle de l'ensemble des Outre-mer. Effectivement, quand on était en 2009, au moment des États généraux, puis ensuite en 2015, et que cet objectif est arrivé en 2030, la réalité, c'est qu'on avait sur beaucoup de nos territoires des investissements structurants sur des énergies fossiles, pour de la fourniture d'électricité ou pour du développement économique aussi, qui se faisait à peine, qui avait été à peine lancé. Donc se dire qu'on allait passer en 2030
à du tout renouvelable et du tout autonome, de fait, sachant, en prenant en compte le temps nécessaire d'amortissement des investissements de ces infrastructures-là, on peut penser par exemple, ne serait-ce que pour prendre un territoire un peu caricatural, à la centrale électrique diesel au fioul à Saint-Pierre-et-Miquelon qui couvre 100% des besoins de Saint-Pierre et qui a été inauguré en 2015. Très clairement, pour ce territoire-là, on ne pouvait pas imaginer qu'en 2030, soudainement, tout serait amorti, tout serait fait, et on passerait effectivement à du tout renouvelable. Mais c'est quoi? C'est une feuille de route? C'est plutôt une ambition affichée, comme disait Patrick, et on essaie d'y aller, d'y tendre ou... Maintenant, là où c'est indispensable, c'est que dans la question de la manière dont vous la proposez, vous parlez d'autonomie énergétique, plus que de décarbonation, finalement, dans la question. Et si on parle d'autonomie énergétique, on parle essentiellement de géopolitique de l'énergie. Et pourquoi c'est indispensable que les territoires ultramarins soient autonomes? C'est tout simplement parce que derrière cet enjeu de l'énergie, il y a le sujet du coût de la vie qui se pose, la vie chère, on peut en reparler certainement, et puis va se poser évidemment la place de nos outre-mer dans leur environnement régional également. Ainsi que, pour finir, la place des outre-mer par rapport à l'Europe, dont est importé beaucoup de marchandises. Et évidemment, plus on importe, et plus malheureusement, en tout cas aujourd'hui, on carbone les territoires. Donc de fait, le facteur indispensable, il se situe dans un espace systémique où c'est pas que l'énergie qui va compter, c'est tout ce que impacte l'énergie au niveau de l'autonomie stratégique et de la carbonation qui cadre le débat. Alors de l'autre côté, Patrick, qu'est-ce que vous entendez par autonomie énergétique? On parle de quoi? Juste la puissance électrique ou l'ensemble des énergies ou la prise en compte de tous les paramètres, comme dit Mika? Alors, on entend l'ensemble des énergies. Sauf qu'il y a deux phases. Il y a une première phase, et on est là sur l'autonomie, parlons de décarbonation et allons vers la décarbonation des énergies primaires, c'est-à-dire de l'électricité. Et après, on arrivera sur l'autonomie. Parce que les premières phases de décarbonation de nos énergies. On a le parfait exemple à Mayotte. À Mayotte, effectivement, on va passer par de la biomasse. Donc pour décarboner, mais cette biomasse, on va l'importer. Donc on n'est toujours pas autonome. Donc faisons par étapes, on est en termes de transition. Donc ça, c'est le premier volet. Donc l'énergie primaire dont tout le monde a besoin. Demain, on le sait aujourd'hui, le monde sera électrique. À partir du moment où il est électrique, effectivement, la priorité des priorités, c'est décarboner. Ensuite, d'être autonome. Et ensuite, de s'occuper, en corollaire et en même temps, développer les énergies électriques pour la consommation et pour la mobilité. Parce qu'effectivement, décarboner, ça ne se fera pas sans la mobilité non plus. De votre côté, Romain, on en est où au niveau des collectivités? Est-ce que le curseur est où d'un point de vue de la sensibilisation, de l'organisation? Tout le monde est en ordre de marche. Et puis ensuite, on ira aussi sur le fait que depuis ce matin, on ne prend pas du tout les Outre-mer de façon comme un bloc. C'est très hétérogène et on va vraiment s'intéresser aux situations particulières. Mais à l'échelle des collectivités, elles sont sensibilisées. On a à quel degré là? Sensibiliser. Mika dit oui, hein, donc c'est bon, on a la réponse. Non, sensibiliser, oui. Je pense que tout le monde est conscient qu'il y a une problématique, que ça va arriver, que ça va avoir des impacts. Il y a des sociétés d'économie mixte qui visent à déployer des parcs d'énergie renouvelable qui se créent. Nous, on contribue beaucoup à ces créations d'outils au service de l'action publique locale. Maintenant, il y a un certain nombre de contraintes. D'abord, c'est compliqué organisationnellement. En termes d'organisation, ça demande de changer l'organisation. Déjà, on a du mal dans beaucoup de territoires métropolitains, donc dans les territoires d'outre-mer, ça peut être compliqué. Il y a une problématique d'accès aux compétences, et les compétences, c'est aux deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire du côté du donneur d'ordre, collectivité locale, il faut comprendre les dimensions techniques, être capable de piloter effectivement ces projets, les prestataires, les appels d'offres, etc. Ça demande un certain niveau de compétences qui doit être internalisé. À tous les niveaux de la chaîne, et puis de l'autre côté, au niveau de la disponibilité des prestataires, c'est pas garanti aujourd'hui. Donc il y a un sujet de filière, il y a un sujet de compétences. Quand bien même on serait effectivement dans une posture où on apporterait beaucoup de choses, la disponibilité n'est pas garantie. Et les contraintes réglementaires font que aujourd'hui c'est dans certains territoires plus facile d'importer depuis l'Union européenne que d'importer depuis à côté, depuis l'environnement régional. Je crois que vous le disiez tout à l'heure, monsieur, ça freine aussi. Donc il y a un environnement réglementaire qui n'est pas forcément totalement adapté. Il y a un environnement en termes de compétences qui n'est pas à taille critique, mais c'est sur le sujet de la transition environnementale comme sur d'autres sujets, c'est une problématique pour les territoires d'outre-mer. Et une fois qu'on a dit ça, attention aux généralités, parce que les situations sont très différentes en fonction des territoires et en fonction du niveau effectivement de déploiement des infrastructures critiques
dans les différents territoires d'outre-mer qui sont en effet absolument pas homogènes en termes de niveau de vie et d'équipement. Mika, vous piaffez, là, vous me faites signe depuis tout à l'heure, il faut répondre. Oui, parce qu'en fait, il y a un sujet sur lequel j'ai pas eu le temps de revenir à l'instant sur la question de 2030, mais qui, je pense, va faire écho chez mes camarades, c'est que ce qui fait le côté chimère, et c'était le sens de votre première question, c'est véritablement cette date de 2030. Alors, on pourrait se dire, c'est super, on impulse une ambition, vraiment, on essaye d'embarquer. La réalité dans nos territoires, c'est que, malheureusement, ça fait des décennies que la France, l'État, fait de grandes promesses à ses outre-mer, et la réalité, c'est que les deliveries, la livraison de ces promesses est relativement faible, ou toujours retardée, ou pas à la hauteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois encore, quand on porte un objectif très ambitieux en disant on va être complètement décarboné, complètement autonome dans 15 ans, je me replace en 2015 bien sûr, par rapport à 2030, la réalité, c'est que je ne connais pas un seul compatriote ultramarin qui croit à ces objectifs-là. Se dit encore une couillonnade, comme on dit chez nous. Je suis originaire de Marie-Galante, pour faire simple. Voilà, c'est pour mais ça je pense que vous aviez compris. Ok. Et fondamentalement, là-dessus, si on regarde ce qui s'est passé sur le volet sanitaire, si on regarde ce qui se passe sur le volet des infrastructures, si on regarde ce qui se passe sur le côté des institutions, etc., quel que soit le sujet sur lequel on prend les enjeux ultramarins, à chaque fois, les espoirs très ambitieux, surambitieux sont déçus. Donc, malheureusement, l'effet d'embarquement n'est pas venu. Pas aussi vite que prévu. Et puis, il y a eu, sur le volet réglementaire, une limite qui a été posée, et là, pour le coup, c'est dommage qu'on n'ait pas un collègue d'EDF qui soit là pour en parler, qui était tout simplement, par rapport au taux de pénétration des énergies renouvelables, la limite arbitraire de 30% de la fourniture d'énergie renouvelable intermittente sur un réseau insulaire, qui était arbitraire parce que décidé sur la base d'un test qui a été fait dans les îles grecques, etc., qui n'a rien à voir avec nos outre-mer, j'en passe et des meilleurs. Et cet objectif-là, il a eu un effet de retarder, parce que de l'autre côté, il y avait effectivement des investissements à amortir. Tout ça, en 2015, quand l'objectif a été fixé, on le voyait, on le savait, on pouvait l'analyser, et de fait, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise que, au milieu du gué, 2023, 7 ans après, 7 ans avant l'objectif, on n'y soit pas. Mais on est en cours. Chronique d'une couillonnade avancée. Alors, on a dit que les niveaux justement d'avancement étaient, enfin, il y avait des aspects hétérogènes entre différents territoires. On va voir avec vous, Patrick, les territoires les plus avancés pour la transition ou en chiffres. Vous avez quelques exemples à nous donner, c'est intéressant. Quelques données. Alors, je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, mais il y a des territoires qui sont avancés. Mettons pour la PPE. La PPE, elle n'est pas faite en France. Sur aucun territoire. Et les territoires d'outre-mer, il y en a un. On va expliquer ce que c'est que la PPE. C'est le programme pluriannuel écologique. Programmation pluriannuelle écologique. De l'énergie. De l'énergie, voilà. Pardon. Ça, en fait, simplement, la PPE, c'est planifier, c'est organiser et prévoir ce qui va être fait en termes de planification de tout ce qui est les énergies et de leur transition, en fait. Voilà. Et avec effectivement un cadre qui peut être plus ou moins large suivant les énergies et plus ou moins restreint pour d'autres. Voilà. Donc, le planifier, c'est super, parce qu'on en a besoin. On a besoin, en tant qu'investisseur, de voir un peu loin pour savoir combien on peut investir, quand on peut investir, et la durabilité de nos investissements. Donc ça, on en a besoin. Après, quand le cadre est trop strict ou qu'il est fait un peu à l'aveugle, effectivement, ça peut être un peu plus contraignant. Donc la PPE, la Réunion l'a. La Réunion a beaucoup avancé sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur la géothermie. Donc c'est un territoire très avancé. Un autre territoire qui est très avancé, mais naturellement, c'est la Guyane. La Guyane, parce qu'il y a des retenues d'eau immenses et que 75% de leur énergie est décarbonée. Alors les 25% restants, il faut les transformer, c'est là la difficulté. Donc nous, on a des gros projets de photovoltaïque parce qu'il y a du foncier. Et donc la Guyane a ses spécificités, parce qu'on a du foncier, alors que sur les autres territoires étant des îles, on a beaucoup moins de foncier. La Martinique et la Guadeloupe, des territoires très proches, avec le même ensoleillement, le même vent, la même qualité de vent, on va dire. La Guadeloupe est plus tournée vers l'éolien et la Martinique est plus tournée vers le photovoltaïque. Après, on a la Polynésie. Alors, la Nouvelle-Calédonie, on a un nouveau du territoire. Effectivement, c'est plutôt avancé, mais c'est très carboné parce qu'en fait, 75% de l'énergie utilisée en Nouvelle-Calédonie est pour les miniers. Et donc, c'est du charbon, donc c'est très, très carboné.
Je fais la différence entre, effectivement, le carbone dégagé par le charbon, par les énergies fossiles, qui sont liquides, donc les hydrocarbures, et le gaz qui est moins carboné et qui va permettre aussi de faire cette transition. Mais en fait, donc là, pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, on peut installer du photovoltaïque parce qu'il y a du foncier, et donc décarboner directement les mines à la source. Donc là, il y a vraiment de gros projets, pas que les nôtres, mais les plus gros projets sont chez nous. Et effectivement, on est très ambitieux par rapport à la Nouvelle-Calédonie et très optimiste, parce que tout est réuni pour que ça fonctionne. Et après, on a la Polynésie, qui est un territoire éclaté, parce que c'est plein de petits îlots, et là, on a un vrai problème de foncier. Les projets portés par le territoire, ils existent, mais ils sont petits et manquent d'ambition parce qu'il manque de foncier. C'est pas une question de volonté, c'est une question de foncier. Donc voilà un peu la diversité. Puis Mayotte, on en a parlé. Mayotte, on va décarboner très vite parce que la centrale va faire un appel d'offres ou est en cours d'appel d'offres et va passer à la biomasse, liquide ou solide suivant les cas. Et donc ça, on va décarboner. Après l'autonomie, c'est un autre sujet ou c'est un autre pas. J'ai vu que vous avez mis cas des antisèches, vous avez des chiffres à nous donner. Oui, effectivement, j'ai des antisèches parce que effectivement, les territoires sont assez hétéroclites. Et en termes d'objectifs, il y a des territoires qui peuvent tout à fait imaginer être décarbonés à 100% et autonomes à l'horizon 2030. En tout cas, sur le papier, dans la pratique, ça n'arrivera pas avant 2040 à minima. Et fondamentalement, on a cité la Guyane. La Guyane, aujourd'hui, c'est plus de 3/4 effectivement de fourniture d'énergie par les énergies renouvelables. Mais de fait, le fait de construire sur des terrains qui, pour certains, sont des terrains qui deviennent des zones autochtones à défendre. Je pense au projet solaire photovoltaïque et hydrogène à côté de Saint-Laurent-du-Maroni, ou d'autres types de barrages dans d'autres endroits encore qui peuvent avoir des impacts assez négatifs, ou même offsetés, c'est-à-dire compenser complètement les émissions de carbone par le fait que dans la retenue d'eau en amont du barrage, il y aura plus d'émanations de méthane à cause des plantes qui vont être, à cause des végétaux qui vont être submergés par l'eau. Bref, il y a quand même une limitation qui est intrinsèque. Sur un territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon, que j'évoquais tout à l'heure, je prends cet exemple parce que vous ne l'avez pas cité, et surtout parce qu'il n'y a pas de foncier, et puis il n'y a pas d'eau, et puis il n'y a pas de soleil en théorie. Il n'empêche que, même sur un territoire comme celui-là, on peut tout à fait imaginer décarboner à 100% avec soit de l'éolien offshore au large, pas juste à la sortie de l'île aux Marins par exemple, mais aussi faire du solaire PV résidentiel. C'est pas parce que dans un territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'a pas des cocotiers, du sable et des tropiques, que fondamentalement on peut pas faire du photovoltaïque. C'est pas la même chose que du solaire thermique qui fait pas chaud, certes, mais ça c'est un autre sujet. Et même si ça coûte cher de faire du PV résidentiel ou du PV collectif, ça peut apporter effectivement du territoire à un territoire une solution de décarbonation. Il y a des enjeux ensuite de circularité des énergies. Si vous faites de l'électricité pour la mettre dans une batterie, que vous la consommez et ça s'arrête là, ça n'a rien à voir avec le fait de faire de l'électricité, de la stocker sous forme d'hydrogène, de l'utiliser de manière flexible, un peu comme vous voulez, voire même de faire du stockage intersaisonnier. Et puis même de récupérer cet hydrogène sous une autre forme pour la réutiliser une deuxième fois ou une troisième fois. Tout ça, c'est des solutions qui sont possibles, mais qui nécessitent des compétences locales pour envisager des PPE, des programmations pluriannuelles de l'énergie, qui soient véritablement basées sur de la circularité. Or, la solution aujourd'hui, on en parle dans le dossier des Sargasses, on en parle évidemment en Nouvelle-Calédonie sur le sujet par exemple de l'hydrogène naturel. Elles existent, ces solutions. Localement, il n'y a plus qu'à, sauf qu'on va se retrouver avec plusieurs goulots d'étranglement. Et il y a un goulot d'étranglement sur lequel, en tant que représentant de Sciences Po ici, enseignant les Outre-mer et l'hydrogène, etc., on a un sujet de la question de la formation et des compétences disponibles. Alors on va l'aborder avec vous, et puis puisque vous avez lâché le mot d'hydrogène, on va l'approfondir. Mais je voudrais avoir une réaction de Romain. D'abord, vous sembliez écouter attentivement Mika. Je n'ai pas su interpréter votre... Vous avez une poker face, hein, vous devez être très bon au poker. Je ne sais pas ce que vous pensez par ce qui a été dit. Et une question aussi qui est liée à l'hétérogénéité des situations. Est-ce que c'est une bonne idée d'être un peu vertical et de dire on va appliquer les normes de l'Hexagone sur tous ces territoires avec leurs spécificités? Moi, je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu à ma gauche et à ma droite. Ah, donc c'est bon, c'était une marque d'acquiescement. C'est plutôt la validation. On rencontre deux goulots d'étranglement dans certains territoires du foncier, et ça, c'est un vrai sujet de planification territoriale. C'est pas évident. C'est d'autant moins évident que le zéro artificialisation net arrive.
Voilà, il va s'appliquer aussi en partie. Et donc il y a un goulot d'étranglement sur certains territoires qui est lié à la disponibilité du foncier. On est sur des territoires exigus, on a du mal déjà à remplir les besoins en termes d'aménagement du territoire pour d'autres usages. Si on ajoute des usages liés à la transition environnementale, à la production d'énergie décentralisée, ça devient vraiment compliqué. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, mais c'est pas spécifique aux enjeux de transition environnementale, quoique, il y a des particularités quand même en lien avec ça, parce qu'il y a des impacts en termes de transformation du marché de l'emploi. C'est effectivement la question de la disponibilité de personnes qualifiées, à la fois en pilotage des projets et en déploiement. Et ça va être un vrai sujet. Puis ensuite, pour faire tourner, effectivement, mais c'est moins le cas, c'est moins prégnant pour faire tourner les infrastructures une fois qu'elles sont construites, c'est moins prégnant. Sur votre point suivant, donc du coup, voilà, 2 grands goulots d'étranglement, si on laisse de côté la réglementation, qu'en est un troisième. Sur votre question autour de... Des normes, justement, la réglementation qui serait celle de la France continentale et qui s'appliquerait un peu... Alors vous avez dit, effectivement, on n'a pas invité des gens d'EDF à côté de vous parce qu'ils avaient peur. Non, je plaisante, de votre réaction. Je plaisante évidemment, mais il y a certaines normes, il y a certaines règles qu'on peut se dire légitimement, sans être grand clair, que, eu égard aux spécificités des territoires, ça va être difficile de les appliquer. Donc, Alors, il y a la dimension des règles, et puis plus profondément, il y a une question de... Ou de standards, je ne sais pas comment le Ouais, nommer. mais il y a même une question plus profonde de stratégie de développement territorial. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui sont différents, c'est clair, qui ont des actifs qui sont différents et qui ont des vocations en termes de positionnement économique différents. La question de la transition environnementale, ça doit être pris dans une réflexion globale de développement territorial, parce que c'est une composante du développement territorial. C'est en train de le devenir de plus en plus. C'est créateur d'emplois, c'est aussi destructeur d'emplois, il faudra qu'on en parle. Ça peut être potentiellement créateur de nouvelles filières, de nouveaux écosystèmes économiques, de nouvelles activités. Voilà, encore faut-il que ça soit connecté à l'enjeu global du développement territorial, et que l'enjeu du développement territorial, il soit porté par ceux que ça concerne sur les territoires. Or, aujourd'hui, on est en effet plutôt dans des schémas. Il y a beaucoup de choses qui tombent en verticale, quoi, et qui peuvent se percuter aussi, et par rapport auxquelles la coordination au niveau le plus proche de ce qui va se passer, c'est au niveau du territoire d'une part, et puis l'impulsion territoriale qui seule permet effectivement d'avancer au bon rythme, quoi. Voilà, le constat, et je pense qu'il est partagé par tous les acteurs, c'est insuffisant. Donc là, il y a une réflexion à avoir qui est compliquée. On sait bien que c'est un sujet compliqué dans les territoires d'outre-mer, autour de l'équilibre entre ce qu'on impulse au niveau national et puis là où on est capable de créer des dynamiques qui sont celles de ces territoires-là et qui sont spécifiques à ces territoires. Sur la transition environnementale, c'est des sujets importants. Sinon, ça va rester de l'injonction venue d'en haut, et comme vous le disiez, non, c'était vous qui le disiez, effectivement, par rapport auquel il y a des effets de déception, parce que ça prend beaucoup de temps de déployer, on n'a pas les moyens en ingénierie pour porter, etc. etc. Alors Patrick, avant de vous donner la parole, Mika, justement, on va parler de votre... Je ne sais pas si c'est votre dada, mais vous l'avez déjà évoqué. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de l'hydrogène dans les discours, Patrick ? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que Mika, peut-être sur le fond, mais ensuite c'est sur la durée de déploiement. On a vu qu'il y a des problèmes de formation, des problèmes d'investissement, donc on imagine que ça va être difficile, long, lourd à mettre en place. Là, j'ai quelques chiffres. Non, mais l'hydrogène, on y croit aussi. On y croit de façon massive. On a un problème d'efficacité énergétique de l'hydrogène aujourd'hui par rapport à l'efficacité énergique de l'hydrocarbure. Et donc, on va commencer par essayer de baisser les coûts. Pour baisser les coûts, il faut le massifier. Donc, on met beaucoup d'argent dans la recherche sur l'hydrogène, mais pour l'utiliser au début, nous, en tant qu'industriels, pour décarboner nos propres usines qui émettent beaucoup de CO2. Et donc, pour décarboner ça, on va faire de l'hydrogène vert, bien sûr, pour décarboner nos usines. Donc déjà, c'est le premier pas. Ça va nous permettre de massifier et donc de baisser les coûts. Après, effectivement, on met pas mal d'argent dans la recherche parce qu'on y croit aussi. Mais pour nous, c'est un outil de 2030 et après. Même si on sait que des solutions existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas à notre échelle et à notre taille. On est un gros mammouth et on est plutôt mondial. Et donc, pour les territoires, là, Mika, je vais vous laisser la parole. Donc, oui, on y croit, pas tout de suite, mais tout de suite, pour nous, c'est de façon industrielle. Donc, c'est de l'hydrogène lourd, on va dire. Alors, et vert. Je ne voudrais pas faire de la retape, mais on a un article de Géraldine Vossner qui sort cette semaine dans Le Point et qui dit en substance qu'il n'y a que 0,04% d'hydrogène vert pour l'instant.
Pour vous, Michael. Ah bah oui, tout à fait. D'ailleurs, on a échangé avec Géraldine justement pour lui donner ce chiffre-là qui est dans l'article. Donc effectivement, c'est pas parce que en 2022, pardon, non même en 2021, mais les chiffres ont été publiés en 2022, il y avait 0,04% de la production mondiale d'hydrogène, soit 35 000 tonnes sur 94 millions qui étaient faites à partir d'énergies renouvelables, que à l'horizon 2030, d'une part, on n'est pas parti sur des logiques de 25 millions de tonnes à peut-être 28 millions de tonnes pour les estimations les plus optimistes dans le monde sur cette production d'hydrogène vert. Et puis surtout, si vous parlez à nos amis, par exemple, du nord de la Nouvelle-Calédonie ou de Guyane, qui vont vous dire, nous, on est sur ces terres-là depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années. Qu'est-ce que c'est que de penser un modèle énergétique pour des territoires insulaires, et je mets la Guyane dedans parce que la Guyane est un îlot énergétique, même si ce n'est pas une île géographique, évidemment. Qu'est-ce que c'est que de penser à des modèles insulaires, électriques ou d'énergie, qui ne seraient pas résilients à l'échelle du 22e siècle, ou peut-être du 23 ou du 24e? Ces questions-là, se projeter loin avec les Outre-mer, on a tenté de le faire quand je travaillais avec la chaire Outre-mer de Sciences Po, on a essayé de le faire. Fondamentalement, on s'aperçoit que dans nos territoires, malheureusement, il y a une demande de la population de penser fort, de penser grand, de penser loin, et chez les élus, au contraire, on va penser plutôt réduit, plutôt petit, plutôt immédiat. Attention, je ne fais pas de généralité en disant ça. Il y a évidemment des gens qui pensent loin. Malheureusement, ces élus qui pensent loin, ce ne sont pas eux qui se font élire sur des logiques de long-termisme. Fondamentalement, politique et long terme, c'est un oxymore. ça ne devrait pas. Typiquement, on le voit dans certains pays, et même dans des pays archipélagiques ou insulaires, ça ne l'est pas. Et donc fondamentalement, c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise avec votre question sur l'hydrogène et ses 0,04%. Je suis affreusement confus, sachez-le, Michael. Il ne faut pas, mais je ne voulais pas du tout vous mettre sur le boisseau. Fondamentalement, mais plutôt sous le lampadaire, la logique, c'est justement de mettre en exergue cette idée que c'est une projection, c'est une trajectoire, c'est un effet d'amorçage dont on est en train de se parler. Et, pour revenir à votre question juste avant sur les normes, typiquement, quand on va parler des normes d'application ou de soutien au développement de projets hydrogène, au développement d'énergie renouvelable, pour les Outre-mer, évidemment, soit ça vient de Bruxelles, soit ça vient de Paris. De fait, on trouve des projets dans certains Outre-mer, là, je vais prendre le cas de la Guadeloupe, où on a des projets à hauteur de 300 millions ou 500 millions d'euros, énergie renouvelable plus hydrogène, qui pourraient avoir un impact massif sur la décarbonation du territoire et sur la vie chère sur le territoire. Ces enjeux-là, ces investissements-là, aucun élu ne veut les pousser. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Je mets 300 millions d'euros ou 500 millions d'euros sur un projet d'énergie renouvelable et de l'autre côté, on n'a pas 1 milliard qui vient, par exemple, pour les réseaux d'eau, ou on n'a pas 200 millions d'euros pour le système de santé. On va comparer des besoins. Et je vais m'arrêter là, rassurez-vous, parce que de fait, le temps tourne. J'espère que le ministre délégué va en parler juste après. Ce sujet, il est absolument clé. L'idée de dire il faut investir sur toutes les urgences en même temps est absolument clé. Et pourtant, c'est absolument à cause de cette question-là, du fait qu'on doit intervenir sur toutes les urgences en même temps, qu'en réalité, on n'intervient pas assez sur les énergies. Alors, Romain, justement, on a transition tout trop, et la 7, vous allez réagir, mais la 7 a publié un livre blanc, vous allez nous expliquer quel est son objectif principal, parce qu'on va être un peu macro, justement, sur le développement économique, mais vous souhaitiez d'abord réagir à ce que vient de dire Mika. Et juste une toute petite réaction, il y a aussi un autre facteur, pour aller dans votre sens, qu'il faut garder en tête, c'est la transformation des filières économiques. Une fois que vous avez électrifié l'ensemble de la filière automobile et de réparation automobile, pompe à essence, etc., le résultat en termes d'emploi n'est pas le même. Le transport routier électrique, ça générera beaucoup moins d'emplois que le transport routier d'aujourd'hui. C'est la destruction d'emplois dont vous parliez tout à l'heure. Alors ça, c'est un vrai sujet. Et ça, aujourd'hui, là pour le coup, en termes de préparation, en termes d'études d'impact et en termes donc du coup de stratégie de GPEC territoriale pour passer d'une situation à une autre, en fait, là on est un peu au niveau zéro. On commence à y réfléchir. C'est pas populaire. Voilà. Et donc ça aussi c'est un frein parce que effectivement, il y a un projet à 500 millions d'euros, oui, mais s'il détruit des emplois aussi, compliqué. Et spécifiquement, rapidement sur le livre blanc de la 7, ouais, je pense que c'est intéressant. Peut-être en quelques mots et pour rebondir un peu sur tous ces sujets, nous on a effectivement on travaille beaucoup avec les Outre-mer, historiquement, notamment en accompagnement des outils de mise en œuvre des politiques publiques que sont les sociétés d'économie, mais aussi comme conseil au développement territorial. Et là, effectivement, et sur ce sujet de transition environnementale,
voilà, la question se pose aussi comme ça. Il y a un vrai sujet, de notre point de vue, de davantage construire des stratégies de développement territorial au sens large du terme, dans lesquelles on inscrit effectivement des objectifs de transition environnementale, mais qui sont vraiment des stratégies de ces territoires. Vous avez cité des États insulaires, alors je suis sûr qu'on pense aux mêmes, qui ont bien réussi là, ce qu'on appelle des stratégies d'émergence, parce que c'est des États donc ils ont effectivement l'ensemble des leviers pour construire leur stratégie, mobiliser leur population, avoir de la coordination entre les différents types d'interventions publiques. C'est un peu ce dont on manque sur certains territoires d'outre-mer. Là, il y a un sujet. Et pensez systémique. Si vous détruisez des emplois parce que vous décarbonez l'économie, vous allez en construire d'autres ailleurs, des emplois. Mais si vous n'avez pas une politique intégrée, effectivement, ça n'arrive pas. Alors, vous imaginez bien que ces échanges ont suscité des questions. On va prendre les questions de notre public. La première question, la programmation pluriannuelle de l'énergie est faite par les territoires ultramarins eux-mêmes. Pourquoi mettre en avant les politiques étatiques ? Alors, je peux commencer. Oui, allez-y, Patrick. La question mettait en avant les politiques étatiques, donc effectivement ça vient de l'État français, et la loi est passée, si je ne me trompe, cette semaine à l'Assemblée nationale, doit faire un aller-retour avec le Sénat, donc c'est une loi d'accélération des énergies renouvelables, qui n'est pas assez complète pour certains, mais surtout c'est une loi qui permet de poser le socle, on n'en avait pas, donc déjà c'est un premier pas, donc il faut se féliciter de ce premier pas. Mais après, les PPE sont écrites par les territoires et les plans d'aménagement des territoires, c'est les territoires aussi qui reprennent. Donc effectivement, on a besoin d'une volonté politique locale et d'une vision locale pour pouvoir développer des solutions qui sont sur l'étagère. Enfin, nous et nos concurrents, on a tout sur étagère et on pas fier d'impatience parce qu'effectivement, on a les moyens, on a la technologie, on a les équipes locales. Chaque territoire, on a nos équipes qui sont prêtes à développer massivement ou du moins de façon adaptée à chaque territoire, à la demande du territoire, des solutions énergétiques. Donc la main, elle est quand même globalement au niveau de chaque territoire. Il est au niveau de chaque territoire, mais pour autant, pourquoi on parle autant des politiques étatiques ? Parce que ça a un impact direct. Pour rester sur le secteur de l'hydrogène, si je fais un écosystème hydrogène, ou je veux faire un écosystème hydrogène en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ou à Mayotte, ou ailleurs, de fait, je vais appeler l'ADEME, et l'ADEME va me valider ou pas sur la base de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, ou de l'AAP, l'appel à projet, dans le cadre de la stratégie nationale hydrogène. Et si parce que je suis un territoire insulaire d'outre-mer, je structurellement ne correspond pas aux critères qui sont soumis, de fait, je n'aurai pas la thune. C'est aussi simple que ça. Donc, combien de territoires aujourd'hui dans les outre-mer veulent faire, par exemple, un écosystème hydrogène ? C'est simple. Tous, sauf 2, qu'on ne citera pas, on ne va pas nommer de nom. Il y en a 2. Mais de fait, combien on a là, en janvier 2023, c'était l'anti-sèche que je regardais, de écosystèmes labellisés ADEME, hydrogène, à des petites échelles, en plus de l'ordre de quelques mégawatts, pas plus, on en a 3. Alors de fait, on ne va pas aller très loin. Et sur certains territoires, comme La Réunion par exemple, c'est même pas de l'ordre du mégawatt, c'est pour le cirque de Mafat, c'est pour moins de 1 mégawatt. Donc de fait, le sujet, il est là. Et le deuxième sujet, je vais être très court encore une fois, c'est que typiquement dans une stratégie nationale hydrogène bas carbone comme celle qu'on a en 2020, la question de l'hydrogène naturel, par exemple, donc issu du sol, que beaucoup de gens ne connaissent pas malheureusement, n'est absolument pas traité. Alors que de fait, on est en France pionnier sur la recherche et pionnier sur la capacité d'identification de ces gisements-là. Et de fait, beaucoup viennent de chez Total d'ailleurs dans ce milieu-là. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un gros potentiel pour elle. Malheureusement, ce n'est pas dans la stratégie d'État, donc c'est difficile. Et même si la Nouvelle-Calédonie a une autonomie naturellement, eh bien de fait, on en revient toujours d'une certaine manière à ce qui est décidé à Paris. Alors il y a pas mal d'autres questions, Mika, donc les prochaines réponses, je vais vous demander qu'elles soient un peu concises. C'est difficile de développer un raisonnement de façon concise. Comment est-ce qu'on peut parler de décarbonation lorsque les biomasses sont importées par voie maritime et on sait que le transport maritime est très polluant ? Je peux être à l'aise pour commencer et de façon très brève. On est en période de transition énergétique. L'important, c'est de se décarboner, donc de baisser les émissions. C'est ça notre objectif. L'objectif, il n'est pas de demain ne plus avoir d'émissions de CO2 sur la planète. Donc déjà, décarbonons. Donc la biomasse, c'est un premier pas. Et puis effectivement, il y a des bateaux donc, qui polluent, qui amènent, enfin qui émettent du CO2. Mais déjà, c'est les premiers pas. N'attendons pas d'avoir toutes les solutions idéales sur l'étagère, parce qu'on n'aura rien fait. Et la transition, c'est maintenant. Comment les territoires peuvent-ils être autonomes avec des énergies intermittentes ? Il n'y a ni vent ni ensoleillement en permanence. Ça, c'est une remarque classique qu'on fait sur les énergies intermittentes. Logique de stockage, logique de foisonnement, c'est absolument pas le sujet.
un peu d'hydrogène et des batteries. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas investi dans la géothermie en Guadeloupe? Parce que l'État a été victime d'un certain éclatement de la filière et d'un éclatement en particulier sur les 2 projets qui auraient pu permettre de faire booster la géothermie en Guadeloupe. Et que, dernier point, il n'y a pas qu'une question de géothermie en Guadeloupe, il y a la géothermie à la Dominique, pour la Guadeloupe et la Martinique. Et de fait, tous ces projets-là, on en parle depuis 30 ans, mais évidemment, ont des limitations très claires. Quid de la valorisation énergétique des déchets? On a les e-fuels, on a vraiment des solutions. Alors là, carrément, c'est sur étagère. On va ouvrir une raffinerie en France zéro pétrole, donc c'est une bio-raffinerie, et on va faire des e-fuels, donc économie circulaire. On sait traiter les déchets, tout type de déchets, même les déchets plastiques. Et après, on pourra effectivement faire des e-fuels, des bio, et puis après des e-fuels. Donc effectivement, oui, ça vient, mais pensons à maintenant là. C'est pas mal quand je vous speed un peu. Non, Mika. Est-ce que vous pensez que la Russie, Mika, pourrait remplacer la France dans certains territoires ultramarins? La réponse est non. La Russie ne pourra pas représenter la France et remplacer la France. Et par rapport à la question précédente, si vous allez voir pour l'ensemble des Antilles les projets portés par la SARA, typiquement, on est dans cette logique-là. Et je vais aller plus loin. Là aussi, si on fait le lien avec l'hydrogène, en 10 secondes, si vous avez une utilisation des déchets locaux, notamment de la bagasse et peut-être même des sargasses, ce que vous pouvez imaginer, c'est aussi avoir du e-kérosène pour la continuité territoriale aérienne et du e-fuel pour le maritime qui soit carbonégatif si vous faites à la fois de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable et de l'autre côté l'utilisation des déchets. Alors, on a dépassé le temps, mais je ne résiste pas au plaisir de vous poser la dernière question que vous nous avez transmise et je vous en remercie. Peut-être pour vous, est-ce qu'EDF est un allié des énergies renouvelables en Outre-mer? EDF n'a pas été un allié des énergies renouvelables dans les années 2000-2010 avec beaucoup de blocages sur les normes et en business. Aujourd'hui, EDF est effectivement l'un des plus grands alliés pour une raison simple, c'est que dans chaque outre-mer, vous avez un gestionnaire de réseau et que si le gestionnaire de réseau veut se décarboner et veut faire en sorte qu'il y ait des ENR, de fait, il y en aura. Merci beaucoup, on vous applaudit, merci. Merci.